Patrick Cohen. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Patrick Cohen. Ancien ministre devenu entrepreneur, vous racontez votre vie d'avant, 18 années d'engagement politique et surtout les deux dernières, 2012-2014, comme ministre de François Hollande. Odyssée furieuse à l'intérieur d'une machine infernale, écrivez-vous. Votre livre s'intitule L'engagement, mais c'est le récit d'une vaste désillusion. Avant le miel où vous avez investi, il y eut l'orange amère, si je puis dire, très amère. Vous avez fait confiance à François Hollande, il vous a lâché sur le dossier ArcelorMittal, vous avez misé sur Manuel Valls, s'il ne vous a pas suivi pour empêcher la vente d'un morceau d'Alstom à General Electric. D'abord, pourquoi ce témoignage aujourd'hui? Pour régler des comptes ou pour montrer qu'un autre chemin était possible? Il n'y a pas de compte à régler parce que tout ça a été tranché par l'histoire. L'ancien président n'a pas pu se représenter et l'ancien Premier ministre s'est exilé en quelque sorte en Catalogne. Non, la question c'est comment cela peut servir de leçon alors qu'on s'interroge sur la destruction de notre industrie. Et je pourrais parler de la même manière de l'agriculture. Comment se fait-il d'ailleurs que nous ayons ce rapport à l'Europe qui n'est toujours pas évolué alors qu'on a eu des plans d'austérité qui ont finalement fabriqué à retardement les gilets jaunes. Pour moi, c'est le quinquennat de François Hollande prolongé par celui de M. Macron qui étaient en continuité, qui ont fabriqué cette révolte des classes moyennes qui travaillent et qui n'arrivent pas à finir correctement leur fin de mois. Et donc c'était la compréhension du présent et du futur à travers cette reconstitution des sentiments. C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de John Malkovich en fait. Oui, j'ai essayé de faire ça, c'est-à-dire quand on est dans les dilemmes, la conflictualité, la violence politique, comment finalement, au bout du bout, les gens se font abandonner par la politique. Alors, ce qui se passe dans la tête, non pas de Malkovich, mais de François Hollande, par exemple, avec qui vous êtes impitoyable, son modérantisme natif, son goût irréductible pour les demi-solutions, les synthèses de Racro et les ajustements de Guingois le rendaient incapable de prendre une décision tranchante, vive et claire. Est-ce que c'est, là on est sur le dossier ArcelorMittal, mais est-ce que c'est une question de caractère, d'autorité ou bien de culture politique et d'intérêts croisés, comme vous l'écrivez à d'autres endroits? C'est une culture politique. Et c'est la naissance du « en même temps ». Finalement, Emmanuel Macron a vu ce que c'était que le « en même temps ». Il a cherché à le réhabiliter, mais en fait, il l'a déjà pratiqué avec François Hollande. François Hollande voulait expulser Leonarda, mais voulait la rapatrier. Il voulait que Alstom ne passe pas sous contrôle américain, mais il ne voulait pas en payer le prix. Donc, il n'y a pas un peu plus de caractère chez Emmanuel Macron? Je pense que les hommes ne sont pas en fait en cause. Pour moi... vous parlez quand même beaucoup de leur caractère ou de leur conviction. Pour François Hollande, il y a quand même évidemment beaucoup de notations. Ce satané François Hollande, comme vous l'écrivez, et avec qui vous passez beaucoup de temps à vous engueuler aussi. Mais c'est normal, c'est normal. C'est un collège politique où on doit prendre des décisions fondamentales pour le pays. Donc finalement, pour moi, c'est systémique. C'est-à-dire que vous avez la technostructure qui en fait n'est pas que la technostructure. L'essentiel des grands dirigeants, les ministres, le président, le passé actuel ou sont aussi des technocrates. Et finalement, il y a une espèce de solidarité de corps qui fonctionne sur une même culture politique où on n'affronte pas la puissance. Et la France, dans cette histoire, pour moi, je l'ai vécu comme une succession d'humiliations. Humiliation nationale parce que faiblesse de la nation face à une attaque extérieure comme Alstom, une attaque d'un allié. À l'époque, c'était pas M. Trump, c'était M. Obama. Et c'était un allié politique, puisque Obama était de gauche et la France était de gauche. Et on n'a pas été capable de se défendre. Mais pourquoi? Alors c'est ça que, sur ce dossier, quand Hollande finit par vendre aux Américains, enfin décider qu'il faut vendre aux Américains, on voit le prix qu'on paye aujourd'hui. Vous écrivez, je crois qu'il n'avait pas d'autre raison que celle de ne pas vouloir indisposer l'Empire américain. Eh bien, je crois... vous voyez ce voyage à l'intérieur de la prise de décision politique que je propose à ceux qui liront ce livre, c'est la démonstration qu'on ne peut pas aujourd'hui
continuer avec ce système tel qu'il est. On pense qu'en changeant les hommes, ça suffit. Mais en fait, ce sont les mêmes qui dirigent la France depuis 30 ans, finalement, même depuis Giscard d'Estaing, Rocard, les alternances se succèdent, mais finalement, les décisions sont les mêmes. Certains de ceux que vous avez côtoyés à Bercy sont sans doute toujours en place. Le plus effrayant, c'est ce que vous racontez de la haute administration du ministère de l'économie, ceux que vous appelez les énarques berciens, des êtres qui se considèrent supérieurs aux autres, tribu autonome avec ses intérêts propres, qui se sert de l'État pour défendre son beefsteak géant. Alors on comprend bien que vous étiez vu comme un intrus à Bercy, que vous êtes heurté à de fortes résistances, mais on se dit, dans votre vie ministérielle, vous n'avez pas croisé de hauts fonctionnaires réellement dévoués au service de l'État et soucieux de l'intérêt public? Bien sûr que si, évidemment, et heureusement, rendons-leur hommage. Une administration a besoin d'être commandée. J'ai mis du temps à prendre le commandement effectif, ce qui est une leçon aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que les décisions, elles se prennent ailleurs. Parce que un ministre qui est dans la Constitution le chef de son administration n'a pas les clés pour prendre le commandement de cette administration dans le système actuel. Donc en fait, ce sont les grands corps qui pilotent tout ça. Ici, vous êtes obligé de mettre un conseiller d'État, là un inspecteur des finances. Et pourquoi ? Moi, je préférerais un syndicaliste, un entrepreneur, un universitaire. Ah non, etc., etc. Et tout ça fait que, finalement, ce système qui a une culture politique et économique, finalement, de l'abandon du pays, pour moi, ce sont les éléments de la débâcle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'affaissement de l'État face au démantèlement des fleurons industriels, parce qu'il y a eu Alstom, mais il y a eu Alcatel, il y a eu Technip. Voici Suez, Veolia, c'est les mêmes ressorts, les mêmes personnes qui continuent le démantèlement. Suez, Veolia, ça conduit au démantèlement aussi ? Le démantèlement de Suez, évidemment. Oui. Mais ça en fait un de moins. On a deux champions, et là, c'est pas les étrangers qui nous attaquent, non. C'est la coterie qui se partage une proie. Donc on se retrouve quand même avec Suez découpé en morceaux à la demande d'un proche du pouvoir, qui est le patron de Veolia. Mais pour créer un champion encore plus puissant, non ? Non, pas du tout. On en supprime un, mais on n'en créera pas un plus puissant. D'ailleurs, il va être surendetté, le plus puissant, donc beaucoup plus faible. Ouais. Des faux colosses avec des pieds d'argile. Ouais. Voilà. Et donc, si vous voulez, quand on regarde les choses de façon raisonnable et tempérée, et c'est pour ça que j'ai laissé passer le temps, vous me posiez cette question, c'est l'histoire finalement d'une humiliation nationale par sa classe dirigeante. Et donc de l'affaissement de l'État qui doit exercer la puissance pour protéger nos intérêts nationaux et qui ne le fait pas. Humiliation nationale, mais aussi sentiment d'humiliation personnelle. C'est un récit empreint d'une grande tristesse, Arnaud Montebourg, d'une grande amertume. Vous allez jusqu'à dire que vos 18 années de vie données à la France ont été longues et assez peu productive. Et pourtant, durant tous ces mois passés à Bercy, vous continuez d'y croire, de remonter sur votre cheval. Vous auriez pu démissionner dès 2012, et d'ailleurs vous l'aviez présenté, cette démission à François Hollande, mais vous gardez encore espoir, vous continuez. Est-ce que vous pourriez retrouver cet état d'esprit aujourd'hui, fonder un nouvel espoir et un nouvel engagement ? L'espoir, c'est le carburant du lutteur. On lutte tous pour quelque chose dans lequel on croit dans notre vie professionnelle, quotidienne, dans la façon d'éduquer ses enfants. L'espoir est l'horizon de celui qui lutte. Donc il n'y a pas d'amertume. Il y a, je crois, la vérité des sentiments. J'ai reconstitué les sentiments de l'époque. Je les ai d'ailleurs retrouvés sans difficulté, parce je les avais laissés là, intacts, sur le bord de la route. Et lorsque j'ai repris la route, je les ai retrouvés. Et ce que j'ai voulu faire, c'est d'envoyer un message de leçon pour le futur. Nous arrivons à la fin du quinquennat suivant. Nous allons devoir nous prononcer et faire des choix. Nous avons devant nous un pays qui est très affaibli, écroulé économiquement, psychologiquement très atteint, très divisé socialement et sociétalement même. Et donc, moi, ce qui me préoccupe dans ce pays, c'est évidemment ce que nous allons devenir ensemble. Donc, je me pose ces questions et l'engagement... Pour vous-même aussi ? Pour tout le monde, pour nous tous, évidemment. Je réfléchis, évidemment, qu'est-ce que je peux faire pour que ce pays retrouve ce que nous aimons tous en lui. Bon, dans cette grande désillusion qui constitue le
l'essentiel de votre livre. Il y a parfois quelques petits moments de fierté avec des réminiscences de vos combats passés, sur le Made in France, par exemple, quand vous entendez les discours de ces derniers mois sur la reconstitution d'une force industrielle française. Oui, mais nous avons devant nous une décennie de travail, de ce qu'il faudrait faire. Et de travail pas anecdotique. Il va falloir changer de méthode, trouver d'autres moyens, avoir une vision beaucoup plus ferme et rassembler beaucoup plus largement les Français autour de ces chantiers. Parce que tout le monde doit se relever les manches. On se retrouve un petit peu dans cette atmosphère que mes grands-parents me racontaient à la sortie de l'occupation, de la guerre, avec une grande atteinte au moral de la nation. Qu'est-ce qui s'était passé? Heureusement, le général de Gaulle avait sauvé l'honneur, mais quand même, il y avait cette inquiétude, et puis surtout, il fallait tout reconstruire. Je crois que c'est ce qui nous attend, tous autant qu'on est, là où nous sommes, où nous serons, je ne sais pas, et c'est là un grand chantier rassembleur, un grand projet aussi pour notre pays, peut-être, qui peut se profiler. Une curiosité enfin dans votre livre, Arnaud Montebourg, votre action ministérielle, vous la placez sous la référence de Colbert, et vous défendez vigoureusement Colbert, dont certains veulent déboulonner les statuts à cause de son rôle dans la politique coloniale de l'époque. Vous trouvez que c'est un anachronisme? D'abord, il faut reconnaître ce qu'est Colbert. Il a en effet été un esclavagiste au nom de l'État, et donc ça, c'est nécessaire de le dire. Ce que je dis, je le rappelle, et j'apporte les faits précis. C'est très important. Mais il ne faut pas oublier tout le reste, qui est un des éléments de... C'est pas pour rien que Colbert a des statues partout, des noms de boulevards, de rues, et donc partout. Donc c'est mérité. Ce qui est mérité, c'est l'œuvre qu'il a laissée pour construire l'économie moderne dans laquelle nous sommes. Et il l'a fait avec beaucoup de génie. Et c'est ce génie que je rappelle. Donc l'histoire, ça doit être la conscience. L'ouverture d'esprit, le dialogue, et je n'ai aucun reproche à adresser à ceux qui veulent déboulonner les statuts. Ils ont raison de rappeler qui est Colbert, et je pense que tous ceux qui pourraient expliquer pourquoi ces statuts sont là, finalement permettent à ceux qui font des reproches à Colbert de les dire. Merci. Excusez-moi d'avoir été compliqué. Merci Arnaud Montebourg. L'engagement, ça paraît chez Grasset, en attendant le prochain peut-être engagement. Merci à vous.